Désormais, toute structure œuvrant pour la protection et l'encadrement des enfants devra avoir un agrément du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Un engagement qui a conduit à cette rencontre avec des organisations privées du domaine. Objectif, redéfinir une nouvelle ligne de fonctionnement. Plus de 50 centres d'encadrement des enfants existent en Côte d'Ivoire. Ces endroits appartiennent en majorité à des structures privées ou à des organisations non gouvernementales, ONG. Selon une évaluation menée par les autorités, la plupart ne remplissent pas les conditions pour un meilleur suivi des enfants. Le gouvernement ivoirien est décidé à mettre de l'ordre dans l'organisation des centres de protection de l'enfant. Un centre d'accueil d'enfants a déjà été fermé à Guiglo, dans l'ouest du pays. Avec la réapparition de 2 nouveaux cas d'Ebola au Libéria voisin, le gouvernement ivoirien renforce son dispositif sanitaire à l'ouest. Plusieurs centres de traitement Ebola ont été construits dans différentes localités ivoiriennes situées à la frontière du Libéria et de la Guinée. Le dernier à voir le jour est celui de Toulepleu. Un centre de traitement Ebola qui vient garantir une prise en charge optimale des malades dans des structures et avec un personnel adapté. Il s'agit également de briser la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola. Les campagnes de sensibilisation et d'information seront davantage renforcées afin d'empêcher l'entrée de cette maladie sur le territoire ivoirien. Les responsables sanitaires de la région du Cavali et le préfet de Toulepleu, Karim Diarra, exhortent les populations au respect des mesures prises par le gouvernement, car le respect de ces dispositions permettront à la Côte d'Ivoire d'être sauvée de la maladie à virus Ebola. Ces locaux sont fonctionnels depuis le jeudi 2 juillet 2015 à la grande joie des populations du département de Toulepleu, qui s'engagent à les préserver et à respecter les conditions du gouvernement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le centre de traitement Ebola a été réalisé grâce à un financement du service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne. Karakoro, localité située à 12 km de Korogo, est sous-préfecture depuis 1969 et érigée en commune en 1995. Karakoro est une zone de production de coton, d'anacarde et de produits vivriers. Cependant, les infrastructures de base manquent cruellement dans cette localité. Une situation qui a mis en veilleuse le développement de la localité. Nous avons dans la circonscription 102 villages au niveau de l'éducation nationale. Sur les 102 villages, nous n'avons que 19 écoles. Et sur les 19 écoles, seulement 6 sont dotées de la structure finale, c'est-à-dire les 6 classes avec bureau. Les autres, c'est les 3 classes. Sur les 102 villages, nous n'avons que 6 qui sont électrifiés. C'est maintenant que les cadres ont compris qu'il faut venir construire ici. Et à plein de constructions, on n'a pas d'éclairage. Donc ça, c'est un. Maintenant, nous avons fait l'effort de créer un collège moderne, mais malheureusement, nous sommes limités. Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a que la classe de 6e. On a besoin d'avoir d'autres bâtiments pour les autres classes. Le marché de Karakoro est toujours traditionnel. La pluie et le soleil sont le quotidien des commerçants. Ah, c'est pas bien construit. Donc quand le soleil vient, ça même je viens d'arranger. Quand il y a un gros vent comme ça, là, ça tombe. Il faut que tu arranges. Chaque année, j'arrange. Quand il y a la pluie, on est dedans, on paye les sachets. Nous-mêmes, on est mouillés. On voulait que les maires n'aient qu'à bien construire. Là, comme ça, s'il y a la pluie, là, on a la paix. Construite par la mairie et ouverte au cours de l'année scolaire 2014-2015, le collège moderne ne dispose que de 4 salles de classe. Avec le fort taux d'admission enregistré à l'entrée en 6e, la rentrée prochaine s'annonce difficile. Depuis un certain temps, nos enfants qui vont à Korogo, pour un problème de tuteur, la plupart est renvoyée. Donc on est en train de lutter pour que les enfants restent auprès des parents. Jusqu'au niveau 3e, à partir du 3e, l'enfant peut quand même se débrouiller. Outre la construction des marchés modernes, de nouvelles salles de classe et l'extension de l'électrification, Karakoro attend également le bitumage de l'axe Korogo Aéroport Karakoro, long de 12 km. Intellectuels, chercheurs, universitaires et experts ne tarissent pas d'éloges à son égard. Marcel Zadikessi, sa vision du développement, son engagement, sa capacité à promouvoir le développement local en impliquant les principaux concernés sont mis en lumière. Nous avons appris à produire des plants pour qu'on puisse faire des plantations à moindre coût. C'est justement pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour voir comment faire pour que le modèle puisse être dupliqué en Côte d'Ivoire. Ce colloque
va permettre d'analyser les valeurs de la culture africaine que Marcel Zadikessi a su adapter avec succès à l'entreprise moderne. Il s'est expliqué. Il a essayé de comprendre sa société et, à partir de la compréhension de sa société, de les convaincre qu'il faut changer. C'est à partir du moment où les gens ont bien perçu ça, ce que j'ai appelé l'appropriation, alors que tout s'est déclenché. Mais l'essentiel est que les individus s'engagent, se convainquent qu'eux-mêmes ils peuvent changer le monde. Mais tout dépend, et c'est là où Zadi a réussi, de la mobilisation des acteurs. Le colloque Marcel Zadikessi, une vision du développement et un engagement, se tient du 8 au 10 juillet à Abidjan. À l'issue des réflexions, un institut de recherche sera créé pour véhiculer le modèle de développement de proximité selon la vision de Marcel Zadikessi. Depuis les attentats de janvier dernier, cette scène est devenue familière en Île-de-France. Donc on arrive sur zone, pas de souci, bravo, il se déploie de l'autre côté de l'avenue Carnot, pendant qu'Alpha prend place devant le site à surveiller. L'opération Sentinelle, ou Vigipirate renforcée, a été mise en place juste après la tuerie de Charlie Hebdo. Environ 7000 militaires sont déployés sur le territoire. Ils patrouillent auprès des lieux de culte ou encore des écoles, une surveillance aussi exigeante qu'une opération en terrain extérieur. Le danger peut venir de n'importe où, donc les immeubles près, les fenêtres, les colis, les véhicules à côté des sites qui peuvent être piégés. Donc oui, il faut être attentif. Justement, la routine, ça peut tuer, donc ne pas rentrer dans une routine et rester bien attentif. Et pour rester attentif, chaque soldat a suivi une préparation des plus intenses. Défense sur, saisie avant, bras non pris. Cette opération implique des régiments qui d'habitude ne patrouillent pas pour Vigipirate, comme ce 8e régiment matériel à Mourmelon. D'ordinaire, ces 61 soldats s'occupent de la maintenance des chars. Sentinelle est pour beaucoup leur première mission. Alors pendant plusieurs jours, ils vont s'entraîner aux techniques d'interposition opérationnelle rapprochée. Il s'agit de tout le temps répéter l'acte pour que ça devienne un réflexe et pour que le cas échéant, en cas d'attaque, on puisse agir avec discernement. Nous les femmes, on a moins de force que les garçons, donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de mal parfois à se défendre. Donc on acquérit des techniques, des gestuels qui font que même nous, on peut se défendre correctement. Autre exercice obligé, l'armement et les tirs. Chaque soldat doit savoir quand utiliser son arme. Ça peut devenir utile en cas d'attaque, comme on l'a vu donc, sur les événements de janvier. Si on est sur un poste où malheureusement on est attaqué, il faut savoir riposter. Parce que des fois, tirer sur quelqu'un, ça peut ne pas être évident. En avril dernier, François Hollande a annoncé la pérennisation de l'opération Sentinelle avec le maintien permanent de 7000 militaires sur le sol français. Des sièges en tigre, des autocollants de tigre, des griffes de tigre. Voici le tuk-tuk de Bara Al-Din Yassine, alias le tigre. Il a dépensé presque $200 pour le décorer. Ça crée plus d'opportunités pour avoir plus de clients. Si quelqu'un vient avec toi, peut-être qu'il va te rappeler. Il faut une deuxième chance. La première fois, c'est une introduction et la seconde, c'est pour les affaires. Au Soudan, la compétition est dure pour les tuk-tuk importés d'Inde. Ils sont plusieurs milliers de conducteurs à Khartoum pour un salaire entre 10 et $30 par semaine. Aklilou est un habitué du tigre. Pour ce professeur d'anglais, la fidélité et le design sont importants. J'aime bien le design du tigre et le fait qu'il connaît tous les endroits où je veux aller. Un des lieux phares pour personnaliser son tuk-tuk, c'est chez Toumadi. Ici, on peut changer toutes les banquettes et installer de nombreux accessoires. Un investissement qui peut être gagnant, même si beaucoup de conducteurs ne sont pas propriétaires de leur bolide. Le tuk-tuk est comme sa maison pour un conducteur. Il faut qu'il le décore pour être de bonne humeur, même si ça coûte de l'argent. Ça le rend différent de ses autres frères qui ont aussi des tuk-tuk. Et les clients aiment bien les tuk-tuk sympas. Les gens préfèrent ceux qui ont des lecteurs de cassettes, des accessoires et une bonne lumière. C'est plus joli et plus rapide que les autres. Les gens arrêtent toujours les tuk-tuk qui ont ces choses-là. Khartoum compte 4,6 millions d'habitants et dans un pays en crise où le taux de chômage dépasse les 30%, le tuk-tuk reste une option moins chère que les taxis et les bus.